Dans cette capsule, on va aborder le mouvement orbital. Ce qu'on appelle le mouvement orbital, c'est lorsqu'on a un objet qui tourne autour d'un autre selon une orbite, donc sous l'effet de la force de gravité. En fait, cette capsule-là, ça va être une continuation de la capsule précédente, la section 7.2 qui portait sur les lois de Kepler et la loi de la gravitation universelle de Newton. On va simplement appliquer au mouvement orbital les équations qu'on a vues à ce moment-là. Quelles sont-elles, ces équations-là? C'est que dans le fond, pour tourner dans un mouvement circulaire, donc dans cette section-là, même si on sait que les orbites, c'est des ellipses en général, on va toujours prendre des orbites circulaires. En fait, c'est pour simplifier les calculs parce que c'est assez complexe de tenir compte de la forme elliptique des orbites. Puis aussi parce que c'est une bonne approximation parce que les orbites sont souvent presque circulaires, même si c'est des ellipses. L'orbite de la Terre, par exemple, et l'orbite de Vénus, c'est des orbites quasi circulaires. Les satellites qu'on met en orbite autour de la Terre ont des mouvements orbitaux qui sont quasi circulaires aussi. Même les planètes comme Mars ou encore Jupiter ont des orbites elliptiques un petit peu plus étirées, mais c'est quand même une assez bonne approximation déjà de travailler selon une orbite circulaire. Donc on va supposer des orbites circulaires. À ce moment-là, on a vu au début du chapitre que pour avoir un mouvement circulaire, ça prend une force qui est dirigée vers le centre. Ce qui va tenir lieu de cette force-là, ça va être la force gravitationnelle, évidemment. Et cette force-là, qui est la seule et unique force, est égale à la masse fois l'accélération. Et l'accélération, ben, c'est bien sûr l'accélération centripète, donc V carré sur R. Si on remplace Fg par G fois le produit des masses sur la distance au carré, la distance étant bien sûr le rayon de l'orbite, eh bien on obtient cette formule-là. Donc en fait, c'est à partir de cette formule-là qu'on va travailler tout le temps. Bien sûr, ici, je vais la laisser comme ça pour l'instant, mais c'est sûr qu'on peut la simplifier. La masse de l'objet qui tourne sur son orbite ici se retrouve de chaque côté de l'équation, donc bien sûr, elle va s'annuler. Donc c'est pour ça ici que je l'ai différencié de mc. mc, c'est la masse de l'objet qui est au centre. Dans le cas d'une planète qui tourne autour du Soleil, mc, ce sera la masse du Soleil. Si on prend la Lune qui tourne autour de la Terre, mc, ce sera la masse de la Terre. Donc, c'est toujours la masse centrale. L'autre masse, elle s'annule. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, ça veut dire que la masse, étant donné qu'elle s'annule, ce que l'on met en orbite autour de la Terre, par exemple, si on met un satellite en orbite autour de la Terre, ben, les caractéristiques de son orbite ne dépendent pas de sa masse. Donc, que le satellite soit très léger ou très lourd, ça ne change rien en fait. Son orbite va être quand même, euh, va dépendre uniquement en fait du rayon et de la masse de la Terre. C'est ça qui va nous donner la vitesse du satellite en question. Alors je vais faire quelques exemples de l'équation qu'on vient de voir. Le premier, c'est on va prendre le satellite Io. Alors Io, c'est une lune en fait de Jupiter. D'ailleurs, sur l'image qu'on a ici, on voit Jupiter et on voit Io qui s'adonne à passer devant Jupiter. Donc Io, là, je vais peut-être l'encercler sur l'image, elle est ici. Puis d'ailleurs, ici, on voit son ombre. Donc on voit son ombre sur Jupiter. C'est une lune de Jupiter qui tourne autour de Jupiter en 42 heures. Le rayon de son orbite est de 422 milliers de kilomètres. Puis on veut, la question, calculer la masse de Jupiter avec ça. Donc en fait, c'est relativement simple. Il s'agit d'appliquer l'équation qu'on vient de voir. Alors G, masse de Io, masse de Jupiter. Donc je vais la noter comme ça, sur R carré. R étant le rayon de l'orbite. Et de l'autre côté, il faut que ça soit égal à la masse de Io fois V carré sur R. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui se simplifient. La masse de Io va s'annuler et on a même un rayon qui s'annule de chaque côté. Pour ce qui est, alors notre but c'est de calculer ceci, la masse de Jupiter. La constante G, on la connaît. Le rayon, on l'a également, 422 milliers de kilomètres, qu'on va exprimer dans les bonnes unités bien sûr tantôt. Et il nous manque seulement la vitesse. Mais ça, on peut la calculer facilement. La vitesse, alors c'est une orbite circulaire, donc on peut toujours trouver la vitesse comme ceci. Donc vitesse, c'est distance parcourue sur une orbite, donc 2πr, le tour, sur t majuscule, qui est la période, le temps que ça prend pour faire le tour. Donc dans notre cas, on peut aisément la calculer. On a pour le rayon 422, on disait que c'était des milliers de kilomètres,
Donc, on peut dire 10 exposant 6 mètres. En des milliers, c'est 10 à la 3, mais c'était des kilomètres, donc 10 exposant 6 mètres. Ensuite, la période, c'est 42 heures, mais bien sûr, on va exprimer ça en secondes pour avoir des mètres par seconde pour la vitesse, pour que ce soit les bonnes unités. Donc, on peut faire ce calcul-là. Ça donne 1,75 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Donc, c'est assez rapide comme vitesse, c'est tout à fait normal, c'est quand même un mouvement orbital. Ensuite, on reprend notre équation d'en haut. On pourrait d'ailleurs isoler là, dans l'équation d'en haut la masse de Jupiter. Donc, on aurait masse de Jupiter égale, alors on va avoir V carré fois R. Il nous restait un R ici. Là. Il y en a un qui était annulé avec l'autre de l'autre côté, mais il nous reste quand même un R sur G. Donc, on va avoir V carré R sur G pour la masse de Jupiter. Donc, 1,75 fois 10 à la 4 au carré. Ça, c'est la vitesse qu'on vient de calculer. Le rayon de l'orbite, on l'avait tantôt, 422 fois 10 à la 6. Et la valeur de G, alors 6,67 fois 10 à la moins 11. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Ça va être sur la feuille de formule. Donc, 6,67 fois 10 à la moins 11. Et ici, on a toutes les unités du système international. G est exprimé dans les unités du système international. Alors, la vitesse en mètres par seconde, le rayon en mètres, ça va nous donner des kilogrammes pour la masse de Jupiter. Alors, ça donne 1,95 fois 10 exposant 27 kg pour la masse de Jupiter. On essaie toujours de voir si la réponse a du bon sens. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Vous êtes probablement pas très expérimenté en astronomie avec les masses des planètes, etc. Donc, 10 exposant 27, est-ce que ça a du sens ou non pour la masse d'une planète? Bon, c'est sûr que si on se rappelle de celle de la Terre, que j'ai mentionné dans la capsule précédente, là, celle de la Terre, c'est 6 par 10 à la 24 kg. Donc, ça donne quand même beaucoup plus. Là. On a presque un facteur 1000 entre Jupiter et la Terre. Mais c'est normal. En fait, Jupiter est beaucoup plus grosse que la Terre. Donc, ça a quand même du sens comme masse. Alors, vous voyez, cette technique-là nous permet de calculer la masse d'un objet sans y accéder, sans la mettre sur une balance ou quelque chose comme ça. C'est une technique, en fait. Il s'agit de connaître deux choses. Il faut avoir d'abord, il faut qu'il y ait un objet qui tourne autour de celui dont on veut mesurer la masse, donc un satellite, et il nous faut la période et le rayon de l'orbite de ce satellite-là, et on peut calculer la masse de Jupiter. C'est comme ça qu'on s'y prend d'ailleurs en astronomie. C'est toujours une méthode comme ça qu'on prend pour mesurer la masse des objets. Vous savez qu'on a découvert des milliers de planètes nouvelles depuis quelques années qui tournent autour de certaines étoiles. Bien, on peut calculer la masse des étoiles en question en utilisant une technique semblable. Deuxième exemple de mouvement orbital, cette fois-ci, on va prendre la station spatiale qui est représentée ici, donc la station spatiale internationale. Elle est en orbite autour de la Terre à une altitude de 420 km. On parle de l'altitude, donc en fait la distance à partir de la surface. On nous demande trois choses, calculer la période de l'orbite, calculer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un astronaute de 70 kg qui serait dans la station. Et ensuite calculer le poids de cet astronaute sur la Terre. Première chose, je vais mettre ici quand même comme donnée qu'on connaît la masse de la Terre. Donc on suppose que on connaît la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Donc on va se servir de cette donnée-là. L'autre chose qu'on connaît également, ça va être le rayon de la Terre. Donc le rayon de la Terre, c'est 6378, ou on va dire 6380, ça va être suffisant comme précision, kilomètres. Donc ça, c'est le rayon de la Terre. Calculer la période de l'orbite. Alors, je pars encore avec les mêmes équations. Je dis que la force gravitationnelle, donc G, fois la masse de la station, fois la masse de la Terre, sur R carré. Donc ça, c'est la force gravitationnelle. C'est égal à M de la station fois V carré sur R, l'accélération centripète. Donc, j'établis cette égalité-là. Bien sûr, il va toujours se passer la même chose, c'est-à-dire que la masse de l'objet qui est en rotation s'annule. Puis on a également un des deux R
qui s'annulent comme ça de chaque côté. Alors, on peut procéder au calcul de la vitesse. Alors, on a G qui est 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre, alors, elle est en haut, 5,98 fois 10 à la 24 kg. Puis, le rayon de l'orbite, ben, ça va se trouver à être le rayon de la Terre, puisqu'il faut toujours le mesurer par rapport au centre de la Terre. Donc, 6380 km. Alors, je vais peut-être le mettre en mètres tout de suite en ajoutant 3 zéros, plus 420 km, donc 420 000 mètres. Ça, c'est l'altitude. Alors, la somme des deux va nous donner le rayon de l'orbite. De l'autre côté, va nous rester la vitesse au carré. Donc, on peut faire le calcul, prendre la racine. On va avoir notre vitesse comme ça. Alors, ça donne 7660 mètres par seconde pour la vitesse. Alors, évidemment, c'est très élevé, mais c'est normal pour un mouvement orbital. Ensuite, pour ce qui est de la période, eh bien, la vitesse, on l'a utilisé tantôt, cette formule-là. La vitesse, c'est la distance parcourue sur l'orbite de Pierre sur la période. Donc, encore une fois, le R, c'est ce qu'on avait ici dans la parenthèse. Alors, on peut reprendre la vitesse qu'on vient de calculer, 7660, le rayon qui est en haut, et on peut calculer notre période comme ça. Alors, ça donne 5580 secondes pour la période. Peut-être si on l'exprimait en heures, minutes, secondes, là, parce que ça dépasse une heure. Là, une heure, c'est 3600 secondes. Là. Alors, si on fait le transfert, ça donne 1h33 environ. Donc, 1h33 minutes. Donc, ça veut dire que la station spatiale fait le tour de la Terre en 1h33 minutes. Donc, elle tourne autour de la Terre plusieurs fois par jour, en fait. Alors, ça, c'est la réponse à la question 1, calculer la période de l'orbite. Calculer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un astronaute de 70 kg dans la station. Donc, on va y aller ici avec la formule de la force gravitationnelle. Alors, G, produit des masses, donc la masse, je vais l'appeler MA pour masse de l'astronaute, fois la masse de la Terre sur la distance au carré. Donc ça, c'est la force gravitationnelle, la loi de la gravitation universelle. Alors, dans le fond, G, 6,67 fois 10 à la moins 11. La masse de l'astronaute, donc 70. La masse de la Terre, on va avoir 5,98 fois 10 à la 24. Et le rayon, eh bien, c'est la même chose que tantôt. C'est 6380 km plus le 420 km. Et cette distance-là est au carré. Donc, on va pouvoir trouver la force gravitationnelle que la Terre exerce sur l'astronaute dans la station spatiale. Alors, ça donne 604 newtons. 604 newtons pour la force gravitationnelle. Vous voyez, ça va me permettre de discuter de la pesanteur, ce qu'on appelle communément la pesanteur. Ici, la Terre exerce donc sur l'astronaute une force de 604 newtons. C'est loin d'être zéro. Donc, il est loin d'être en apesanteur, notre astronaute. D'ailleurs, on va répondre à la question C pour pouvoir la comparer. Mettons ici, je vais l'écrire FG sol. Donc, si on calcule le poids de l'astronaute sur la surface, alors on ferait 70 fois 9,8. Ça donne 687 newtons. Alors, vous voyez, le poids n'est pas très différent, en fait, au sol que sur la station spatiale. C'est un petit peu moins. La raison, c'est que 420 km par rapport à 6380, c'est pas si loin dans le fond. Donc, l'astronaute a encore un poids sur la station spatiale. Pourquoi il flotte? Ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, ça va nous ouvrir d'ailleurs pour la prochaine section du chapitre, c'est qu'en fait, l'astronaute qui est dans la station spatiale, il est en mouvement orbital, mais la station spatiale également. Donc, en fait, si je les dessine ici, mettons j'ai la Terre qui est là, les deux tournent sur leur orbite. Dans le fond, l'astronaute, comme la station spatiale, décrit une trajectoire circulaire. Donc, pour décrire la trajectoire circulaire, ça lui prend une force. C'est la force gravitationnelle, c'est le 604 newtons qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, il y a 604 newtons qui s'exercent sur l'astronaute. Et c'est cette force-là qui fait que l'astronaute peut faire son orbite autour de la Terre.
Sur la station spatiale, il y a également une force vers le centre, la force gravitationnelle, qui lui permet de faire son orbite circulaire. Et la raison pour laquelle l'astronaute ne semble pas avoir de poids dans la station spatiale, c'est tout simplement que les deux sont en train de tomber vers la Terre, on pourrait dire, dans le fond. Ici, là, quand on est en orbite, c'est comme si on est en train de tomber vers la Terre, mais qu'on la manque sans cesse, en quelque sorte. Donc, on est un peu comme dans la même situation où une personne serait dans un ascenseur qui est en train de tomber en chute libre. Pendant le temps de la chute, la personne flotterait dans l'ascenseur. Donc, c'est ce qui se passe avec les astronautes dans la station spatiale. Si on pouvait arrêter la station spatiale sur l'orbite, puis la tenir là, les astronautes auraient un poids. Donc, ils tomberaient sur le fond de la station spatiale. Et puis d'ailleurs, ils exerceraient une force de, dans le cas de cet astronaute-là, de 604 newtons sur une balance.